Bienvenue pour ce top 2019, et comme d'habitude, je commence par vous remercier de suivre la chaîne malgré le peu de vidéos. Merci beaucoup pour les likes et surtout les commentaires qui font toujours très plaisir. Comme vous l'avez constaté, cette année il ne s'agit pas d'un top 10, mais bel et bien d'un top 6, tout simplement parce que sur les 37 films que j'ai répertoriés, il n'y en avait que 6 dont j'avais vraiment quelque chose à dire. Non pas que le reste soit de mauvaise qualité bien sûr, mais seulement 6 films m'inspiraient un commentaire que j'avais envie de partager. Comme chaque année, j'explique le principe de ce classement, qui est bien sûr totalement subjectif, ne reflète que mon avis personnel, où ma philosophie n'est pas forcément de mettre en avant la quantité d'effets dans un film, ou même les classer par leur niveau de réalisme, puisque pour moi ce ne sont clairement pas les facteurs les plus importants. D'autant qu'aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens, puisque de toute façon, tous les studios du monde sont capables de faire des belles images. En tant que cinéphile, les effets spéciaux m'intéressent lorsqu'ils sont utilisés comme des outils narratifs, en étant originaux, spectaculaires ou invisibles, ou les deux, tout en réussissant à garder une certaine retenue quand c'est nécessaire. Concernant l'image de synthèse, cela ne veut bien sûr pas dire que je préfère quand il y en a le moins possible, mais je pense que plus les effets numériques exprimeront des éléments précis de l'histoire, plus ils entretiendront leur magie et auront de l'impact sur le spectateur. C'est la pertinence des effets, leur originalité, leur qualité, et parfois la diversité des technologies employées, qui font entrer un film dans l'histoire des effets spéciaux. C'est en tout cas cette philosophie que je souhaite partager sur cette chaîne et les vidéos à venir, et notamment sur ce top 6 2019. En 6ème place, Ça, chapitre 2, réalisé par Andrés Muschietti. Comme le précédent film sorti il y a 2 ans, qui était dans le top 2017, les effets de Ça partie 2 ont pour fonction de symboliser et même souvent personnifier les peurs et faiblesses des protagonistes de manière plutôt originale. Aussi bien par le biais du numérique, avec la scène du restaurant par exemple, ou encore les différentes transformations du clown Pennywise. Mais aussi en effet pratique avec la scène du bain de sang nécessitant 17 000 litres de faux sang. Et même si je trouve le film nettement moins efficace que le précédent, j'aime l'idée que les effets visuels soient souvent utilisés de manière extravagante, voire expressionniste, pour définir les tourments psychologiques des personnages. En 5ème place, Avengers Endgame, réalisé par Anthony et Joe Russo. Chapitre final concluant 21 films, Marvel met le paquet et offre le film avec les VFX les plus bourrins de l'année. Bourrins mais évidemment très réussis, puisque à peu près 14 studios à travers le monde se sont pété les doigts pour achever les 2500 plans truqués. Nous retrouvons le personnage de Thanos ainsi que les particules de disparition qui étaient tous deux très intéressants dans le film précédent et avaient été les points forts dans mon top de l'année dernière. Malheureusement, ce dernier film n'a pas vraiment de nouveaux effets aussi mémorables que les deux que je viens de citer. On a bien sûr la gigantesque réunion de super-héros à la fin avec les portails de Strange ouvrant sur différents univers. Également les dernières mises à jour très réussies d'ILM concernant Hulk. On constate que là où pour Thanos ils essayent de garder un maximum des subtilités de mouvement du visage de l'acteur, à l'inverse pour Hulk, ils doivent amplifier les expressions du visage pour correspondre au personnage. Le vieillissement de Captain America est très intéressant puisqu'il s'agit d'un habile mélange de l'acteur avec des prothèses et d'une doublure réellement âgée qui pourrait lui ressembler. Ils se servent de la peau de la doublure comme une sorte de texture, on va dire, qu'ils viennent appliquer sur le visage de l'acteur. Avec aussi beaucoup de 3D et de magouilles en 2D. Enfin, je me devais de mentionner la combinaison pour voyager dans le temps qui, à la grande surprise de tout le monde, est en réalité complètement virtuelle et ajoutée en post-production. La raison est que Marvel s'est finalement mis d'accord sur le design alors que le tournage avait déjà commencé. La situation peut paraître légèrement absurde, mais finalement plutôt logique quand on sait que les films Marvel sont produits à la chaîne, exactement comme une série télé, d'où une utilisation souvent abusée des VFX afin de pouvoir tout modifier jusqu'à la dernière minute. Pour le coup, malgré l'absurdité, les costumes en question sont complètement photoréalistes et fonctionnent très bien avec les mouvements des acteurs pour ne laisser aucun doute à n'importe quel spectateur. En 4ème place, Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez. Alita possède de grands yeux et une petite bouche typique de la culture japonaise, et bien sûr différente de l'actrice qui l'interprète. La traduction de la performance vers le personnage se fait de la même manière que la technique mise au point pour créer Thanos d'Avengers, consistant à non plus transférer la performance du visage directement vers le personnage, mais de créer un modèle intermédiaire qui est une reproduction exacte de l'actrice en question. Cela permet de s'assurer que la capture du visage fonctionne en la testant sur un modèle absolument identique de l'actrice, et ainsi faire les éventuelles corrections beaucoup plus facilement. Ensuite, le transfert vers le personnage s'avère beaucoup plus propre. Difficile à croire que le réalisateur Robert Rodriguez n'a pas récupéré les centaines de storyboards de James Cameron pour la géniale séquence de Motorball, super bien filmée et très impressionnante. Car oui, Cameron devait réaliser le film en 2005, avant de finalement choisir Avatar. Le résultat est au final beaucoup plus lisse et plus léger dans le but de toucher un public plus large. Mais son traitement d'Alita a survécu et prouve une énième fois qu'il excelle comme personne d'autre à l'heure actuelle pour concevoir des portraits de femmes guerrières, intelligentes et attachantes.
mais également pour collaborer avec Weta Digital afin de transformer des milliers de pixels en vecteurs d'émotion, toujours plus proches au fil des années de la performance des acteurs. En troisième place ex aequo, Gemini Man, réalisé par Ang Lee, et The Irishman de Martin Scorsese. Difficile de départager les deux films puisque le concept et la finalité de leur VFX sont en fait les mêmes, mais toutefois avec une approche et des techniques radicalement différentes pour chacun. D'un côté la création d'un Will Smith de 23 ans assuré par Weta, et de l'autre la création de 3 très grands acteurs hollywoodiens à différentes périodes de leur vie, assurés par ILM. Il est important de noter que les deux films recréent des visages entièrement en 3D, contrairement au rajeunissement que l'on voit dans les Marvel, entièrement en 2D, où il s'agit de retoucher les visages plus ou moins image par image, opéré par Lola VFX. Weta continue son petit bonhomme de chemin après Thanos et Alita, avec un acteur portant un casque et 2 caméras pointant vers son visage. De tout nouveaux outils sont créés pour l'occasion, notamment afin de gérer de façon encore plus réaliste et naturelle les rides et pores de peau, ainsi que leur déformation. L'autre aspect particulièrement intéressant et novateur du film est le tournage en 3D relief, et surtout en 120 images par seconde au lieu des 24 habituelles. Cela donne une image dépourvue de flou de mouvement dans les séquences d'action, extrêmement fluide et donc hyper réaliste. Et même si le scénario du film est clairement pas terrible, je pense qu'il est très important de ne pas sous-estimer l'initiative du réalisateur d'avoir conçu un film technologiquement avant-gardiste. Les suites d'Avatar devraient emprunter le même chemin, au moins 60 images par seconde pour plusieurs scènes, pour je l'espère démocratiser ce type de visionnage. Cependant, je dois avouer que c'est bien The Irishman qui m'intéresse davantage, grâce à des nouveaux joujoux d'ILM permettant de remplacer un visage sans marqueur sur la peau. Tout d'abord, les 3 acteurs voient leur visage scanné en 3D en effectuant un maximum d'expressions faciales et en récitant des lignes de texte. De cette manière, ils créent une banque de données d'expression et de mouvement pour chaque acteur avec leur apparence 3D d'aujourd'hui. Ensuite, ils modélisent les visages pour les rajeunir. Sur le tournage, un rig spécial pour la caméra est fabriqué puisqu'elle est accompagnée par 2 autres caméras à ses côtés. Chaque scène est alors filmée avec 3 points de vue différents. Les 2 caméras additionnelles filment en infrarouge, ce qui permet d'éliminer les ombres et d'obtenir un visage le plus neutre possible en termes d'éclairage. Une fois la scène dans la boîte, ils la passent dans leur nouveau système nommé Flux, ayant nécessité à peu près 2 à 3 ans de développement. En gros, pour chaque image de film, Flux fabrique un modèle 3D de l'acteur grâce aux 3 caméras qui ont permis de trianguler la position des visages dans l'espace. La modélisation se fait aider et orienter grâce à la banque de données préenregistrée des visages actuels. Si par exemple il y a un pincement de lèvres, il va chercher un modèle 3D où l'acteur a pincé ses lèvres. Une fois la reconstruction faite, les expressions sont traduites sur le modèle du visage rajeuni. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'habituellement, l'animation se fait en prenant un seul modèle 3D neutre, une base que l'on déforme en continu. Mais dans le cas présent, il n'y a aucune déformation animée traditionnellement, mais celles-ci sont plutôt générées sur un modèle 3D pour chaque image. Ce qui veut dire qu'il n'y a techniquement eu aucun animateur 3D chez ILM. Bizarrement, malgré la prouesse technique, le film a précisément et principalement été critiqué pour ses effets spéciaux. Alors certes, il s'agit de corps de personnes âgées sur des visages beaucoup plus jeunes, et même si certains plans, notamment pour De Niro justement, peuvent se sentir légèrement, personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre comment on peut en faire un tel point négatif. Il aurait été complètement absurde de prendre d'autres acteurs pour les jouer plus jeunes, puisque le film montre leur évolution à travers les âges. C'est un film sur les souvenirs d'une vie, ponctué d'amitié, de loyauté et de trahison, une histoire rendue justement intéressante et cohérente grâce à son réalisateur et son trio d'acteurs qui ont eux aussi leur vie et leur carrière derrière eux. Comme s'il s'agissait en quelque sorte du film testament de leur carrière. Du coup, le choix de l'image de synthèse sert totalement la narration tout en poussant la technologie encore plus loin. Et franchement, quel plaisir de voir des VFX aussi importants et complexes dans un film qui n'est pas un Disney ni un Marvel, ni un blockbuster populaire habituel, mais bel et bien une histoire de 3h30 à la narration quasi contemplative. Qu'on aime ou pas le film, vous avouerez que le sujet est plutôt original. Il en reste que les effets spéciaux sont au service d'un très grand réalisateur de 77 ans, à l'aube de sa carrière, mais qui pousse encore la technologie afin de dépeindre les portraits de 3 personnages, en rajeunissant 3 légendes du cinéma à plusieurs étapes de leur vie. Les graphistes chez ILM ont dû en chier pour créer les 1750 plans truqués en l'espace de seulement 8 mois, mais franchement, je trouve que ça fait vraiment classe sur le CV. En seconde place, John Wick Parabellum, réalisé par Chad Stahelski. Il fait partie de ces quelques films où tu te doutes en le regardant qu'il y a beaucoup de CGI, mais sans jamais vraiment réussir à en mesurer toute son étendue. Les effets spéciaux de John Wick 3 se distinguent par 2 aspects. Le premier est leur invisibilité, par exemple sur plusieurs scènes de combat, les vitres fracassées sont en 3D, tout comme les lancers et coups de couteau, ainsi que les effets sanglants et gore.
Évidemment, ces types d'effets ont déjà été réalisés sur plein d'autres films, mais ce qui les distingue dans le cas présent vient du deuxième aspect, qui est la mise en scène. L'image de synthèse s'intègre dans une réalisation très dynamique et extrêmement immersive, notamment grâce à l'utilisation poussée des plans séquences, qui sont très souvent une combinaison de plusieurs prises raccordées ensemble. Les scènes de combat sont très chorégraphiées, très inventives, tout en étant sublimées par la caméra qui prend le temps de filmer et mettre en valeur les mouvements des acteurs. Ce qui fait que les effets se font naturellement dans les combats sans jamais prendre le dessus. Certaines scènes en revanche ont une utilisation massive du numérique ou du fond bleu, et je pense que John Wick 3 a probablement parmi les meilleures intégrations fond vert de l'année. Je pense notamment à cette scène de course-poursuite à moto, filmée en partie sur fond vert avec une caméra qui se balade, notamment pour un long plan séquence. Mais aussi avec des éléments 3D spectaculaires lorsqu'il y a des collisions. On a également un mélange de chiens réels et virtuels sur certaines scènes, ainsi que des échanges de coups de feu au ralenti dans une piscine. John Wick Parabellum est beau et ludique à regarder, que ce soit la photographie, les chorégraphies ou encore les effets spéciaux invisibles qui permettent d'expérimenter de belles et complexes idées de mise en scène pour toujours plus d'immersion. Enfin, en première place, Bienvenue à Marwen, réalisé par Robert Zemeckis. Cela fait maintenant une trentaine d'années que Zemeckis est passé maître dans l'art d'utiliser les effets spéciaux comme des outils narratifs. À partir des années 80, il fait partie des réalisateurs pionniers de l'image de synthèse, aux côtés de James Cameron, Steven Spielberg ou bien George Lucas. Je parle du mélange d'acteurs et de cartoons dans Roger Rabbit, les multiples manipulations du corps humain dans La mort vous va si bien, ou encore les effets subtils et invisibles de Forrest Gump. Sans oublier ce plan cultissime du miroir dans Contact, où vous pouvez d'ailleurs trouver 50 000 tutos sur YouTube qui vous expliqueront comment le réaliser. Là où les innovations de James Cameron ont toujours fait parler d'elles et touché un large public, le cinéma de Zemeckis a malheureusement souvent été dans l'ombre. Mais ce qui le distingue et le rend particulièrement intéressant est sa volonté de se servir des effets spéciaux pour repousser les limites de la caméra et donc de la mise en scène, comme pour faire évoluer le langage du cinéma. En fait, on pourrait simplifier en disant que c'est comme s'il appliquait les effets spéciaux non pas à l'image, mais à sa caméra. On retrouve encore une fois cette idée dans Marwen avec les poupées du héros, vivantes dans son imaginaire, représentant une échappatoire face au traumatisme auquel il fait face. À plusieurs reprises, nous passons en un seul plan du fantasme des poupées en action à la dure réalité où elles ne sont que des jouets inanimés. Un concept mis en place dès le début par la caméra qui sort du viseur d'un appareil photo, comme une mise en abîme du cinéma. Zemeckis est le premier à avoir fortement développé la performance capture sur grand écran début 2000, ce qui a représenté pour le coup une toute nouvelle manière de faire du cinéma, avec des films sur lesquels on lui a souvent reproché son parti pris réaliste des visages humains alors que la technologie n'était pas encore au niveau. Avec Marwen, il teste une toute nouvelle approche. Les acteurs ont très peu de points sur le visage car l'idée est de récupérer non pas les expressions mais le visage entier pour le mélanger avec celui de la poupée 3D. Le visage des poupées est bel et bien entièrement animé traditionnellement en keyframe par des animateurs, mais certaines parties du visage de l'acteur, surtout la zone des yeux et de la bouche, sont mélangées avec la version 3D de la poupée. Et je dis bien mélangé et pas projeté puisqu'il s'agit de vraiment combiner astucieusement sur chaque plan le réel et le virtuel pour avoir le résultat le plus équilibré, donnant un rendu très harmonieux. Atomic Fiction développe aussi un outil pour pouvoir gérer la profondeur de champ, donc le flou de l'image, de manière totalement personnalisée. Une géométrie 3D va représenter la partie de l'image qui sera nette, tandis que le reste sera flou, chose absolument impossible à faire avec une vraie caméra. Atomic Fiction, depuis racheté par Method Studio, ainsi que Framestore, se sont occupés d'une grande partie des VFX du film que je trouve très réussis et originaux. Encore une fois, la mise en scène de Zemeckis sait parfaitement les mettre en valeur, souvent de manière ludique et créative, sans oublier de parfois leur donner un sens et une portée symbolique. Voilà pour mon top 6, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les effets spéciaux qui vous ont marqué en 2019, je serais curieux de savoir. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et quant à moi je vous dis à la prochaine.